Nous sommes le 4 octobre 2012, jeudi 4 octobre, et je vous propose une nouvelle causerie sur mes recherches en astrologie. Une causerie qui reprend d'ailleurs énormément de textes que j'ai écrits sur ce sujet. Mais je pense que pour aborder la question de l'astrologie, il faut couvrir un champ très large. Et que l'astrologie ne suffit pas toute seule. Il faut notamment avancer dans d'autres domaines, ce qui signifie, quand je dis avancer, j'entends avancer au niveau de la recherche. Ne pas se contenter de ce qu'on sait dans ces sujets. Seule une recherche globale sur l'humain, sur les sociétés, permettra de faire avancer l'astrologie. Et ce qui a gêné l'avancement de l'astrologie, l'avancée de l'astrologie, c'est justement de croire que l'on pouvait laisser les choses en l'état et que l'astrologie devait s'ajuster à ce qu'on savait de ces choses-là. C'est là l'erreur. Or, en réalité, il est important d'avancer dans les autres domaines. Et c'est en avançant dans les autres domaines qu'on avancera en astrologie. Or, comme la plupart des astrologues n'avancent pas dans d'autres domaines, et que ceux qui travaillent dans d'autres domaines n'avancent pas en astrologie, ça ne va pas très loin. Quels sont les domaines qu'il faut approfondir, qu'il faut faire avancer? Le domaine de la différence entre les hommes et les femmes, le domaine de la recherche, de la conscience, conscience de ce que nous sommes, conscience de ce que nous ne sommes pas, conscience de ce qui vient nous perturber. Un astrologue qui croit que tout s'explique par l'astrologie est un gros naïf. Il faut qu'il se rende compte de ce qui vient perturber, interférer avec son propre domaine. Il ne s'agit pas simplement de chercher des conditionnements, il s'agit de chercher des interférences. Si on demande à un astrologue quelles sont les interférences, il ne les connaît pas, ces interférences. Puisque le plus souvent, il va dire que les interférences sont elles-mêmes dans le système astrologique. C'est une erreur fondamentale. Pour prendre un exemple, une image, c'est comme une assiette qui ne saurait pas tout ce qui peut venir la perturber, c'est-à-dire la remplir. Elle ne saurait pas que il peut se poser sur elle des légumes, de la viande, n'importe quoi. Ils n'ont pas conscience des choses qui viennent la salir. Et bien c'est la même chose pour l'astrologie. Faire de l'astrologie, c'est aussi savoir ce qui peut venir souiller, si on peut dire, l'astrologie. Et quand quelque chose est souillé, eh bien évidemment, ça devient plus ou moins méconnaissable. En tout cas, l'apparence change. Et ça, c'est une épistémologie fondamentale. Conscience de ce qui n'est pas l'objet. Conscient de ce qui vient perturber l'objet. Et ça passe par une ascèse. Celui qui confond toujours la chose et ce qui vient se surimposer à la chose n'est pas préparé à la recherche, telle que je la conçois. Il faut donc une certaine ascèse de vie
pour pouvoir conduire une recherche de façon satisfaisante et pour pouvoir dégager l'objet d'étude de tout ce qui vient le perturber et interférer. De la même façon, quand on fait une prévision, quels sont les éléments d'interférence? Croire qu'un objet peut être appréhendé avec la globalité de tout ce qui peut interférer, comme si ce qui venait interférer faisait partie intégrante de l'objet, est une invraisemblance, est une aberration. C'est pour ça que je dis que l'astrologue doit pratiquer une certaine forme de discipline personnelle. Dans sa façon de manger, dans sa façon de communiquer, de s'exprimer. Il doit rechercher l'authenticité et se méfier de tout ce qui vient piéger la perception des choses. J'attache beaucoup d'importance, comme vous le savez peut-être, à l'alimentation et à tout ce qui est la malbouffe, tout ce qui est la nourriture déguisée, maquillée. Celui qui mange n'importe quoi, c'est exactement comme quelqu'un qui accepterait n'importe quoi. Celui qui fait accepter n'importe quoi par son corps, fait accepter n'importe quoi aussi par son esprit, par son mental, par son cerveau. Et à partir de ce moment-là, s'il est crédule, s'il gobe tout ce qu'on lui dit, son jugement n'est pas valable, n'est pas fiable. En fait, l'essence, retrouver le nous-mêmes, c'est un travail de décantation, c'est un travail d'élagage, c'est un travail de purification. Donc, à force de décanter les choses, on arrive effectivement à y voir plus clair. Et surtout à trouver une cohérence. Parce que la contingence, c'est-à-dire tout ce qui peut venir croiser, qui peut venir interférer, c'est de la contingence. La contingence n'a rien de cohérent. Ce sont des hasards qui s'accumulent. Et la perception que nous avons de nous-mêmes doit également faire l'objet d'une décantation, d'une purification. Il est ridicule de demander à l'astrologie d'expliquer ce que nous sommes devenus, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui s'est greffé sur nous. Ce n'est pas le but de l'astrologie, c'est une utilisation inacceptable de l'astrologie. L'astrologue est là pour nous aider, au contraire, à nous purifier. À purifier notre esprit, à purifier notre mental. Si l'on veut que l'astrologie dialogue avec nous, il faut que nous soyons dignes d'elle, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons purifiés. Ce n'est que cet état de pureté que nous pouvons retrouver en nous, qui nous mettra en phase avec l'astrologie. Je crois que c'est là que c'est important, c'est une révolution copernicienne. C'est-à-dire, effectivement, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour que nous soyons en phase avec l'astrologie, et ce n'est pas à l'astrologie de se mettre à notre niveau de l'impureté. Il semblerait que, en fait, pour venir à l'astrologie proprement dite, l'humanité elle-même devrait avoir une certaine prise de conscience de ce qu'elle est. On sait tous que nous ne sommes pas égaux.
On sait tous que uniquement quelques personnes sont capables d'apporter une dynamique à la société, dans tous les domaines quels qu'ils soient. Donc ce sont uniquement ces porteurs de dynamique qui sont concernés directement par l'astrologie. C'est ce que j'appelle l'homo astrologicus. Ce sont des oiseaux rares, c'est une variété particulière d'humanité qui a une dynamique intérieure que tout le monde n'a pas. Donc l'astrologie est faite pour une certaine élite. Elle est faite pour guider l'élite, pour aider ceux qui, au cours de leur vie, ont des responsabilités, ou en auront, ou en ont eu. Pourquoi je dis cela? Parce que tout est cyclique. On ne reste jamais en permanence au sommet. Il y a des hauts et des bas. C'est ça la cyclicité. Un homme politique peut très bien avoir un passage à vide et ensuite rebondir. Inversement, ceux qui n'ont pas de passage à vide sont des personnages de second ordre, de second rang. De la même façon, il y a des actes banals dans la vie. Marcher, c'est un acte banal. Courir, c'est un acte beaucoup plus rare, par exemple. Il faut distinguer le banal et le rare, et l'exceptionnel. L'exceptionnel, ça ne veut pas dire le marginal. Ça veut dire des qualités supérieures, qui exigent d'éveiller en nous des énergies particulières. La pensée, par exemple, est une énergie. C'est une énergie qui a sa propre dynamique. C'est-à-dire qu'elle doit nous envahir, la pensée. C'est pas quelque chose de complètement maîtrisé, une pensée. C'est quelque chose qui se passe en nous, qui nous vient à l'esprit, comme on dit. Le matin, par exemple, quand nous nous réveillons, il faut laisser la pensée se développer, se déployer. Ne pas dire un mot, ne pas parler, ne pas entendre de bruit. Laisser la musique intérieure, laisser la pensée intérieure se déployer et être à l'écoute de cette pensée. De toute façon, de manière générale, il faut être à l'écoute de soi-même. Un soi-même à condition que ce soi-même soit purifié. Parce qu'effectivement, il y a des impuretés qui empêchent la véritable énergie intérieure d'apparaître. Et c'est par cette pensée, justement, que l'on arrive à dégager l'astrologie, et tout autre domaine d'ailleurs. Dans tous les domaines ont besoin d'être nettoyés. À tout instant. Un scientifique, c'est un quelqu'un qui nettoie. Il y a toujours des impuretés qui sont là et qui font qu'il y a un obstacle à la pensée scientifique. Quelqu'un qui ne change pas d'avis, c'est quand même quelqu'un qui ne se laverait pas, qui ne changerait pas de chemise. La saleté est permanente. Il faut la chasser. Elle finit toujours par s'installer, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas faire le ménage une fois et puis attendre et croire que maintenant c'est fini, c'est terminé, il n'y aura plus de saleté. La saleté est constamment là. Et la saleté, c'est ce qui vient interférer. Tout comme le mal est quelque chose qui vient interférer avec le bien. Satan, c'est l'interférence avec le bien et donc l'interférence avec la réalité fondamentale. Pour l'astrologie, il y a des choses qui sont de l'ordre du mal, c'est-à-dire qui viennent perturber le propos astrologique.
Un astrologue doit toujours faire une prévision en disant, oui, en effet, sauf si, par exemple, la mort, c'est quelque chose qui vient interférer avec l'astrologie. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'astrologie. Et par exemple, les élections sont généralement des choses qui viennent interférer avec l'astrologie. Ce n'est pas de l'ordre de l'astrologie. Si les hommes inventent des systèmes cycliques parallèles à l'astrologie, eh ben, ça vient perturber, interférer avec l'astrologie, c'est normal. Et maintenant, l'astrologie elle-même, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est tellement souillée, elle est tellement embrouillée, qu'elle est méconnaissable. Il faut la laver. Moi, je pense beaucoup à Hercule et les écuries de Gyas, qui a dû faire venir un fleuve, le fleuve Alphée, pour nettoyer la saleté répugnante de ces écuries. Eh bien, c'est la même chose. De même que le psychanalyste, quelque part, c'est aussi quelqu'un qui crée une sorte qui lave les choses, qui nettoie, qui nous aide à nous nettoyer. Quelque part, si on est dans un rapport de propreté à soi-même, on est également en mesure de s'apercevoir quand quelque chose est sale autour de soi. Et ne pas s'apercevoir que l'astrologie actuelle est sale, c'est déjà la preuve qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la vie, et en soi-même d'ailleurs. Donc travailler sur la saleté à tous les niveaux, c'est payant. Parce que ça retombe sur d'autres domaines, ça rejaillit sur d'autres domaines. Parce que tout est pareil. Quelqu'un qui connaît et qui sait nettoyer quelque chose, il sera capable de nettoyer n'importe quelle chose. Et il saura quand quelque chose est nettoyé, a été nettoyé. Ou quelque chose est sale et reste sale et il y a des incrustations, on n'arrive pas à enlever la saleté. Pour Nostradamus, qui est un de mes sujets de prédilection, c'est la même chose. Entre ce que Nostradamus a vécu et a réalisé et ce qu'on en sait, il y a un décalage énorme. Il y a beaucoup de saleté. Il y a beaucoup de choses qui sont venues se surajouter, s'ajouter. Des choses qui sont contrefaites, des erreurs. L'erreur, voilà un élément de saleté, d'impureté. Dégager l'œuvre de Nostradamus de tout ce qui a pu se rajouter, ou de ce qui a pu aussi d'ailleurs partir. Et oui. Ça aussi c'est un autre problème. Quelque chose qui est cassé par une assiette qui est ébréchée, il faut la réparer. Donc il y a l'idée à la fois de nettoyer et de réparer, comme dans une maison. Il faut nettoyer, il faut bricoler, il faut réparer. Alors, réparer sans salir. C'est ça qui est délicat. Souvent on répare en mettant quelque chose par-dessus, et en fin de compte, on salit. Non, il faut arriver à... En fin de compte, idéalement, il faut arriver à ce que l'objet lui-même se répare de l'intérieur. Comme une cicatrice, comme un objet qui pourrait... Comme une plante. Vous coupez une fleur, elle repousse plus tard. Cette notion de cyclicité, de chose qui revient. Donc souvent, quand il y a quelque chose qui manque, ça peut réapparaître. Il faut le faire réapparaître. En coupant les branches mortes, par exemple. En dégageant les parties vives. Mais il faut aussi, ce qu'on appelle avoir de l'esprit critique, c'est-à-dire il faut aussi, bien évidemment, avoir un minimum de bon sens.
Si on vous raconte un truc qui ne tient pas debout, il faut s'en rendre compte. Ça aussi. Une question de logique, de bon sens. Et certaines personnes, visiblement, manquent complètement de bon sens, de sens commun. Elles acceptent des choses qui ne tiennent pas debout. Et c'est vrai notamment en astrologie. Mais c'est vrai aussi quand on parle de Nostradamus, quand on dit il a fait ceci, il a publié cela à telle et telle époque, parfois ça ne tient absolument pas debout. Il y a ainsi des personnes qui se sont lancées dans l'astrologie depuis des décennies et qui pataugent lamentablement, pitoyablement. Et qui en plus, quand on leur propose des choses propres, nettoyées, ne veulent pas reconnaître, ils préfèrent rester dans leur saleté. Parce que quelque part, quelque chose de sale correspond davantage à une certaine idée de la réalité. C'est un peu le raisonnement qu'ont fait les astrologues dans les années 60, quand ils disaient, oui, l'astrologie est très compliquée, mais le monde aussi est très compliqué, vous comprenez, alors ça va comme ça, c'est bien. Au lieu de simplifier les choses, de purifier les choses, de purifier l'astrologie, on complexifie l'astrologie pour mieux comprendre les choses dans leur complexité, donc dans leur saleté, dans leur impropriété. Au sens, le mot propre a le sens à la fois de tout ce qui est intrinsèque, mais c'est quelque chose qui est sale. Propreté, propriété, ça va ensemble. Il faut donc que l'astrologie se lave, se purifie, que les astrologues se lavent et se purifient, et qu'ils lavent et qu'ils purifient le monde et les gens qui viennent les voir. Ça implique un travail. Il faut bien comprendre, par exemple, le problème des étoiles fixes. Certains astrologues ne comprennent pas l'importance des étoiles fixes. Quand on lit Morane Villefranche, par exemple, au XVIIe siècle, il parle tout le temps des étoiles fixes. Ça fait partie de son système. Il parle d'une conjonction avec une étoile fixe, avec les étoiles fixes majeures notamment. Comment se fait-il que l'étoile fixe ait disparu de l'astrologie actuelle? Alors certains diront, bah justement, l'astrologie était encombrée de ces étoiles fixes, on les a supprimées, donc on a nettoyé l'astrologie de ces étoiles fixes. Mais vous, la discussion n'est pas si simple que cela. Parce que certaines personnes croient bien faire en éliminant certaines choses de l'astrologie. Alors c'est ça, alors on ajoute des choses dans l'astrologie, comme les planètes transsaturniennes, on enlève les trucs, on enlève les étoiles fixes royales. Alors finalement, où va-t-on? Comment faire le tri? Vous voyez une façon relativement simple de faire le tri. Ben, c'est tout simplement que les étoiles fixes, on les connaît depuis toujours. Même avant les planètes, à la limite, puisque les planètes, c'est quelque chose qui s'est en quelque sorte dégagé des étoiles fixes. Donc au départ, les planètes, on croyait que c'était des étoiles fixes. Jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'elles avançaient beaucoup plus vite que les étoiles fixes. Qu'elles avaient un rythme qui était ni celui du Soleil et de la Lune, ni celui des étoiles fixes, qui était un rythme intermédiaire. Il faut essayer de se mettre à l'origine de l'astrologie et comprendre qu'effectivement, il y avait une dualité fondamentale entre les planètes, les étoiles mobiles, les étoiles planètes, c'est-à-dire les étoiles qui progressent, qui sont errantes, comme on dit, et puis les étoiles fixes. Cette dualité est fondamentale, puisque c'est une dualité cinétique. Il y a des choses qui bougent, des choses qui ne bougent pas, et donc toute la question du cycle, c'est justement de faire se connecter ces deux facteurs, le mobile et l'immobile. L'astrologie a perdu en route
ces éléments-là, et elle ne les a pas remplacés de manière correcte. Parce que s'intéresser au cycle entre deux planètes, c'est pas la même chose que d'étudier le cycle entre une planète et une étoile. Pour ça, il faudrait quand même essayer de le comprendre pour venir à une astrologie fondamentale. L'astrologie est complètement déboussolée, complètement égarée à cause de ça. D'autre part, les nouvelles planètes, qu'est-ce qu'elles nous apportent? Rien du tout. Elles ne font qu'alourdir l'astrologie. Pour une raison très simple, c'est qu'en fin de compte, l'astrologie n'a besoin que d'un seul et unique cycle. Le cycle d'une certaine planète, dans ses rapports avec les autres, avec un certain nombre d'étoiles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le schéma est extrêmement simple. À savoir, une planète qui bouge et qui se met en contact successivement avec un certain nombre d'étoiles. Et quand je dis des étoiles, je ne parle pas d'une myriade d'étoiles, je dis notamment 4 étoiles majeures, qu'on appelle les 4 étoiles royales, qui correspondent aux 4 points cardinaux, autrefois, qui sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Quand on prend le cas de Saturne, par exemple, si on étudie comment il passe d'une étoile à l'autre, il faut à peu près 7 ans pour qu'il passe d'une étoile à l'autre. Ça, c'est une astrologie propre. C'est l'astrologie pure et simple. Les astrologues aujourd'hui veulent multiplier les relations entre les planètes, et ça devient un truc complètement embrouillé. Et c'est là qu'il y a un véritable problème pour laver l'astrologie de tout cela. De tous ces oripeaux, uraniens, neptuniens, plutoniens, cérésiens et compagnie. Malheureusement, les gens vraiment intelligents ne viennent pas s'intéresser à l'astrologie. Et donc l'astrologie stagne. Elle reste dans son caca, je dirais. Personne n'arrive à la nettoyer. C'est comme si elle était dans une espèce de lieu immonde, d'une saleté, absolument répugnante, et où des gens continueraient à vivre là-dedans, dans ce taudis, et où personne, bien entendu, c'est une sorte de cercle vicieux, personne ne viendrait évidemment nettoyer. Il faudrait faire venir un certain Héraclès pour tout nettoyer, comme dans les écuries géologiques, que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ce cycle? Ben, tout simplement, je le dis plusieurs fois, mais je le redis, tout simplement, lorsqu'il y a une conjonction entre Saturne et une de ces 4 étoiles, tous les 7 ans, il y a une nouvelle énergie qui vient, chez ceux qui sont touchés par cette énergie, qui ont développé en eux cette énergie, enfin, qui sont capables de capter cette énergie, et de la faire circuler en eux, comme la Kundalini en quelque sorte. Cette énergie a une valeur sociale. C'est-à-dire que la société n'existerait pas sans l'astrologie. Les élections ne sont qu'un bien faible expédient, très artificiel, à tout point de vue. Et donc quand cette énergie arrive avec la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles, tous les 7 ans, eh bien, la société se régénère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle retrouve une énergie, un élan, grâce à quelques personnes qui ont ce qu'on appelle le charisme nécessaire pour que les choses se fassent.
Et quand il n'y a pas ces gens-là, à ce moment-là, ces gens-là, ils ont un nouvel élan, donc ils ne sont pas dans la saleté, ils ne sont pas dans des trucs vieux qu'on doit maintenir. Parce que la saleté, c'est ça aussi. Ce qui est vieux devient forcément impropre, dans tous les sens du terme. C'est l'énergie de la source. C'est quelque chose qui émane, qui est sécrété. C'est pas quelque chose qu'on a conservé et qu'on ressort. Comme dans une banque de sperme par exemple. Et donc inversement, quand on n'est pas dans une phase comme ça, c'est-à-dire quand on est dans la fin des 7 ans, dans les 3 dernières années des phases de 7 ans, ben là c'est beaucoup moins intéressant. Comme actuellement d'ailleurs. On est en fin de phase de 7 ans. Encore 2 ans, 2 ans et demi. Et donc on voit des gens qui n'ont aucune imagination, aucune capacité d'innovation sociale, aucune capacité de relancer les choses. Ils sont pris dans des cadres qui ne savent plus changer, qui ne savent pas non plus nettoyer, et ils sont impuissants en fait. Ce sont des impuissants. Et il y a des périodes où de toute façon tout le monde est impuissant. Ceux qui auraient une certaine puissance, ben, ils n'ont plus cette puissance, parce que c'est la fin de la phase, donc ils n'ont plus cette énergie. Et puis ceux qui n'ont pas ce potentiel, ben, finalement ils n'ont pas grand-chose, et donc par conséquent, on fait avec. Alors ils se contentent d'être de bons élèves, qui respectent certaines règles, mais on voit bien que c'est un pis-aller, que c'est une situation de pénurie. Pénurie de talent, pénurie de véritables facultés de créativité sociale. Alors, c'est facile d'ironiser sur certaines personnes qui n'ont plus ce potentiel. Parce que ce potentiel, on ne l'a pas en permanence. Donc l'astrologue, il doit être le premier à être conscient que les choses sont cycliques. Et qu'au bout de 3 ans, 3 ans et demi, eh ben, l'énergie, elle n'est plus là. La locomotive ne fonctionne plus, donc on continue en roue libre en quelque sorte. Voilà. Mais il faut savoir aussi que ça ne dure pas cette situation. Qu'il va y avoir une nouvelle poussée énergétique qui va relancer les personnes qui sont capables de capter cette énergie et qui vont à nouveau faire des choses autour d'eux. C'est très simple de dire ça. Mais quand on s'est lancé comme ça dans l'astrologie, pour arriver à cette simplicité, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup nettoyer. Beaucoup laver. Beaucoup dégager, évacuer les impuretés, les impropriétés. Alors effectivement, ce modèle dont je parle, il n'est pas si évident que cela à voir, puisqu'il y a beaucoup d'interférences, beaucoup de scories, beaucoup de déchets. Et c'est ça l'erreur qu'il faut éviter sur le plan méthodologique. C'est là la grande difficulté en fait. C'est de voir les choses dans leur caractère essentiel, tout en étant conscient de ce qui peut éventuellement faire obstacle. Ce que Gaston Bachelard appelait l'obstacle épistémologique. Dans toute recherche scientifique, il y a la conscience de l'obstacle. Qu'est-ce qui peut venir perturber le cours normal de ce que je dis?
La plupart des lois peuvent être perturbées. Les lois naturelles peuvent être perturbées. Si je fais tomber un objet et que j'empêche qu'il tombe, je l'arrête dans sa chute, je mets en cause la loi en question. Si je fais avorter quelque chose, eh ben je remets en question la loi en question. L'avortement, c'est quelque chose qui empêche les choses d'être ce qu'elles doivent être, qui enraye un processus. Donc, il faut se protéger contre les avortements par la prise de conscience. Par exemple, quand on fait certaines choses, on sait ce qui peut menacer cette chose. Ce qui nous menace, c'est ce qui peut nous empêcher de réussir, ce qui peut nous empêcher d'avancer. Par exemple, quelqu'un qui conduit une voiture, c'est très bien, normalement il doit très bien savoir ce qui peut venir faire obstacle. Il faut qu'il s'attende à tout. Quelqu'un qui traverse en dehors des clous, une voiture qui arrive là où elle ne devrait pas arriver, il faut qu'il soit attentif, non pas seulement au fonctionnement de la voiture, mais à tout ce qui viendrait perturber ce fonctionnement, se mettre sur le passage. C'est là ce qui fait ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, c'est quelqu'un qui, juste, en fin de compte, sous le mot expérience, il y a la conscience de ce qui vient perturber, de ce qui pourrait devenir perturbé, des risques qui sont courus et qui pourraient que les choses ne se passent pas comme prévu. Voir et prévoir. Celui qui a une bonne vue prévoit bien. Celui qui voit loin prévoit bien. Celui qui voit de loin, qui voit venir de loin les choses, prévoit bien. Et inversement. La qualité d'un leader, c'est la vision. C'est la capacité de voir globalement et un très grand nombre d'informations, d'englober et d'embrasser un très grand nombre d'informations. Bien au-delà de celles qui sont immédiatement utilisables et utiles. Comme on dit, au cas où. Beaucoup de gens, instinctivement, acquièrent des informations dont ils n'ont pas un besoin immédiat. Ça, c'est déjà un très bon signe, et inversement. Quelqu'un qui ne sait que ce dont il a besoin dans l'immédiat, et qui donc par conséquent ne sait rien de ce qui ne lui sert pas immédiatement, c'est pas quelqu'un de très intéressant. Et c'est pas quelqu'un de très libre de ses mouvements, puisqu'il n'a pas de perspective très intéressante. Il n'a pas de champ de vision, de champ de perception très développé. Ceux qui viennent voir l'astrologue sont souvent des gens qui ont un problème de vision. Qui sont ce qu'on appelle des non-visuels, pas des non-voyants, mais des non-visuels. Ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup de temps pour voir les choses, et donc qui n'embrassent qu'une quantité très faible d'informations, parce qu'ils ont un rapport laborieux avec les choses. Une lenteur, une lourdeur dans leur façon de se renseigner, de s'informer, de voir.
Ça pose aussi le problème des rapports entre les hommes et les femmes, de ce qui distingue les hommes et les femmes, ce qui est au cœur, quelque part, de l'astrologie. Je terminerai là-dessus. L'astrologie est probablement plus articulée sur les hommes que sur les femmes. Ce sont les hommes qui sont plus les porteurs de l'énergie astrologique que les femmes. Ce sont plutôt eux qui seront en tout cas stimulés par les configurations astrales dont j'ai parlé tout à l'heure. Et inversement, c'est quand ces configurations astrales ne sont plus effectives, donc au bout de 3 ans et demi à peu près, que les femmes peuvent jouer un rôle de compensation, de remplacement, de substitution, profitant justement d'une espèce de fléchissement du génie masculin, si on peut dire. Les femmes profitent avant tout de la faiblesse des hommes. Donc quand les hommes sont forts, elles sont malheureuses, elles sont un petit peu en situation subalterne, et quand les hommes fléchissent, s'affaiblissent, n'ont plus l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire, à ce moment-là, elles peuvent dire que c'est leur moment. Le problème, c'est que ce moment, il est toujours relativement court, parce qu'il y a une vacance du pouvoir, en fait. Actuellement, par exemple, nous sommes en période de vacances du pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui seraient capables de diriger le monde se sont mis en vacances, se sont mis en veilleuse, se sont mis en hibernation. Ils font la grève, en quelque sorte, on peut dire. Ils font la grève, ils ne veulent plus s'occuper des affaires du monde. Ils se retirent. C'est pas la mauvaise volonté, c'est parce qu'en fait, tout simplement, leur programmation intérieure fait qu'ils sont dans une période d'attente. Ils attendent que ça revienne. Ils attendent une nouvelle